Le mot qui revient le plus dans les collèges depuis quelque temps, c'est flemme. Comment tu peux ne t'intéresser à quasiment rien? Ça me paraît compliqué. Ça me résiste, donc j'arrête tout de suite. En fait, j'avais l'impression d'être un bon élève. Je pense que j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire en classe. Regardez le professeur, il est en train de transpirer, machin. À quoi ça sert? Pourquoi on est là? Moi, je me dis qu'un jour, pourquoi pas être pâtissier? Bienvenue. Je réalise ici une petite introduction à la discussion qui va suivre parce que, dans mon deuxième épisode de ce podcast, Pourquoi devient-on professeur?, j'avais expliqué à la fin que mon expérience en tant que professeur de mathématiques en classe préparatoire n'était pas représentative du métier de professeur de mathématiques. Et je faisais remarquer qu'un professeur au collège avait certainement une expérience qui était très différente de la mienne. Suite à cet épisode-là, un collègue m'a contacté, qui est justement professeur au collège, et m'a proposé de faire part de son expérience, de comment il en arrivait à enseigner au collège, des différences qu'il y a entre le collège des années 90 qu'il a connu et le collège d'aujourd'hui, des problématiques, et donc c'est un peu de ça dont on a discuté dans la première partie de cette conversation. Ensuite, la discussion s'est un peu détendue, on est revenu dans le passé, sur les classes préparatoires de mon collègue professeur au collège, et on a aussi un peu parlé de l'avenir, puisqu'on a des enfants qui ont à peu près le même âge, et donc on s'est demandé en tant que parents ce qu'on pouvait faire pour que nos enfants abordent le collège de la meilleure des manières possibles. Je te laisse maintenant en notre compagnie. Vous dites que vous avez absolument jamais envisagé d'être à la place de la personne qui vous faisait cours quand vous étiez vous-même lycéen. Alors, comment vous l'expliquez aujourd'hui que c'était même pas le début d'une réflexion là-dessus? Eh ben oui, c'est une très bonne question. Et pourtant, j'ai eu des professeurs qui m'ont beaucoup plu. J'ai eu des professeurs de maths. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le même professeur de maths pendant seconde, première, terminale. Quelqu'un qui était à la fois très brillant et très agréable. Et lui, clairement, m'a fait encore plus aimer les maths. Par différents... Ouais, et c'est quelqu'un aussi qui, quand j'étais en prépa, m'a gracieusement, après, accompagné pour m'aider un petit peu sur les débuts de la sup. Donc, je remercie encore à ce niveau-là. Mais malgré tout, moi, ça me paraissait un métier qui... Mais pourquoi je ne sais pas. Est-ce que c'était le fait de devoir gérer des classes? Est-ce que c'était le fait de parler en public? Parce qu'à l'époque, là maintenant, je suis plus à l'aise. Quand j'étais plus jeune, j'étais quand même assez réservé, j'étais assez timide, j'avais du mal à parler en public. Je pense que le professorat, à ce niveau-là, ne m'encourageait pas. Et puis, je sais pas, est-ce que je me sentais assez légitime pour un jour enseigner quelque chose, alors que pour moi, il faut quand même, et c'est le cas, maîtriser bien sûr ce qu'on veut enseigner. Ça ne me paraissait pas évident pour moi, je pense à l'époque. Alors après, du coup, je me suis renseigné quand même, parce que, alors, professeur en France, je sais que c'est un métier qui est extrêmement, comment dire, il y a quand même, je crois, 800 ou 900 000, je crois, professeurs en France à peu près, tout niveau confondu. Donc c'est un métier qu'on retrouve quand même assez régulièrement. Pour autant, j'ignorais, je crois, à peu près complètement comment est-ce qu'on devenait professeur. Je crois que le terme de CAPES, je connaissais, mais je ne savais même pas trop dire à quoi ça servait. Donc j'ai dû commencer à me renseigner sur déjà comment est-ce qu'on devient professeur en France. Donc là, je me suis renseigné sur les différents sites de l'éducation nationale. Et j'ai aussi, après, bien sûr, contacté des personnes. J'ai notamment une personne, une amie, qui avait fait l'école centrale de Nantes, donc une école assez proche de la mienne, qui elle-même, quelques années auparavant, avant moi, s'était reconvertie comme professeur. Donc il m'a aussi un petit peu aidé à comprendre comment ça marchait. Et puis après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir aller voir dans un collège ce que recevait un collège, en fait. Parce qu'entre moi qui étais au collège, entre, si je dis pas de bêtises, 1996 et 2000, et un collège qui, en 2020, quand j'ai commencé à réfléchir, il s'est écoulé plus de 20 ans, ça a énormément changé. Et moi, j'ai eu en fait une ancienne collègue du Havre qui elle-même était devenue prof de maths, que j'ai recontactée, qui du coup m'a invité à venir à son collège. J'ai pu aller voir des cours de 3e et de 5e. Et là, c'était un peu ça m'a fait du bien de plonger dans une classe avec un œil d'adulte. Et voilà. Et je me suis dit, en fait, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. J'aimerais être à la place du professeur. Donc, ça ne m'a pas rebuté, au contraire. Et donc, suite à ça, je suis devenu contractuel parce que je voulais quand même tester le métier. Donc, j'ai démissionné de mon entreprise. Je suis devenu contractuel. Donc, malheureusement, mon entreprise ne m'a pas libéré à temps pour faire la première rentrée scolaire. Donc, j'ai dû commencer les cours, je crois, mi-octobre 2020. Donc, avec jamais évident de récupérer une classe en cours d'année qui est déjà habitué à un professeur. Donc, j'ai dû faire ma place. Et là, c'était difficile. Franchement, les premiers jours ont été vraiment difficiles. Parce que je n'ai eu strictement aucune formation. Je suis arrivé d'un siège de bureau d'entreprise à une estrade dès le lendemain devant des élèves de 5e et de 4e
de 12-13 ans que je n'avais... moi, je n'ai aucunement l'habitude de gérer des enfants qui ont 12 ou 13 ans. Et je me suis rendu compte que ça peut être un monde qui, parfois, peut être assez cruel. Moi, je suis arrivé en préparant pourtant bien mon cours. Mais entre ce qu'on prépare en théorie et ce qui se passe en pratique, c'est extrêmement différent, notamment au collège. Et puis, j'étais très stressé. Ça devait forcément se voir. Je pense que je transpirais à grosses gouttes sur mon pull. Les élèves se disaient comme ça, voilà, qui se parlent entre eux. Oh, regardez le professeur, il est en train de transpirer, machin. Et ce qui, évidemment, accélère aussi la transpiration. Donc voilà, les premières heures ont été très compliquées. Un peu l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Et finalement, heure après heure, en prenant confiance, et voilà, j'ai réussi comme à gérer à peu près mes classes correctement. Puis après, on peut remonter un tout petit peu en arrière. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. Vous avez parlé de différences par rapport au collège que vous avez vécu, vous, et au collège de 2020. Est-ce que vous vous souvenez de différences marquantes où vous vous êtes dit « Ah tiens, ça a changé spécifiquement ?» Oui, alors déjà, d'un point de vue strictement matériel. C'était... ça paraît bête, mais nous, c'était les tableaux, la craie, c'était... ou à la limite, les transparents qu'on mettait sur un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs. Le rétroprojecteur avec les petits sur le diapositives. Rétroprojecteur. Et d'ailleurs, ça m'arrive encore, moi, de parler en cours en ce moment de rétroprojecteur. Quand je dis ça, les élèves se fichent de moi parce qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est. Maintenant, c'est un vidéoprojecteur. Voilà, ça fait déjà un petit peu bizarre de voir ça. Et maintenant, il y a quand même des outils aussi qu'utilisent les profs de collège, des outils comme GeoGebra qui permettent de faire de la géométrie dynamique, comme Scratch qui permettent de faire un petit peu d'algorithmie. Moi, c'est des choses pareilles. En fait, l'informatique, à l'époque, au collège, était strictement inexistante. Et puis, en termes d'ambiance de classe, les élèves maintenant, en tout cas, moi je venais d'un collège où, en fait, quand on était en cours, c'était le silence. C'est-à-dire que le professeur avait autorité complète sur la classe, ou en tout cas, sauf rares exceptions. Et en fait, les personnes qui parlaient ou qui étaient bavardes en classe étaient les élèves qui étaient dissipés, étaient l'exception. Et en fait, on se faisait rabrouer vraiment. C'était vraiment le professeur qui fait l'autorité. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a quand même beaucoup plus de répondants, il y a quand même beaucoup plus de bavardage, il y a quand même un peu plus d'insolence. Il y a des choses comme ça auxquelles moi, je n'étais pas habitué à répondre. Clairement, je n'avais jamais vu ça. Donc il faut arriver un petit peu à donner le change, à donner le change avec les élèves. On n'est plus maintenant, en tout cas, je trouve, dans une position où le professeur a l'autorité pure et les élèves écoutent. C'est un monde qui a quand même beaucoup changé par rapport à ça. Alors justement, la deuxième question, c'est, du coup, vous avez pu observer ça par un échantillon quand vous avez assisté à ces cours-là. Comment ça s'est passé si on revient la veille de votre premier cours devant des élèves? Qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous pensiez pouvoir faire? Et quelle a été la nature du décalage, en fait, entre ce que vous aviez prévu, vous, la veille du cours, et le moment où vous étiez devant eux? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ne sont pas du tout passées comme ça? Oui. Déjà, je pense que j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire en classe. Parce que, en fait, quand on n'a pas enseigné au collège auparavant, et surtout quand on n'a jamais été prof, on a l'impression que ce qui est vu au préalable dans les différentes années antérieures est acquis. En réalité, c'est pas du tout le cas. En réalité, ça peut être le cas pour certains élèves, mais qui malheureusement sont une minorité. Mais pour une grande majorité, il y a des cas de figure, on se dit mais pourquoi tu me réponds ça? Je ne comprends pas ta réponse. Où on se rend compte progressivement qu'en fait, il y a des notions qui ne sont pas du tout comprises. En cinquième, on commence à parler, par exemple, je sais pas, en cinquième, le programme parle notamment des nombres relatifs. Donc, on commence à parler d'addition, de soustraction de nombres relatifs. On continue à parler aussi de fractions. Mais les fractions qu'on commence aussi en fin de primaire et puis en sixième, pour la plupart, les fractions ne sont pas du tout comprises. Il n'y a aucune notion, à part dire que c'est éventuellement une pizza qu'on partage en deux. Les fractions, pour la plupart des élèves, ne sont pas comprises. Et donc après, partant de ça, quand on commence à additionner, multiplier des fractions, ça devient très compliqué. Il faut parfois repartir en collège de la base. Sauf qu'à un moment donné, le programme et le temps fait que on n'a pas le temps matériel de tout le temps repartir. Donc oui, il y a un décalage important qui peut se créer. Au collège, vraiment, la très grande difficulté, c'est la gestion de l'hétérogénéité entre les élèves. Le collège, par définition, prend tous les élèves du secteur. Il n'y a pas encore d'orientation qui a été faite. Et il y a un décalage qui est énormissime entre la tête de classe et les élèves qui sont à la fin. Alors c'est marrant parce que j'ai vécu quelque chose d'assez similaire, même en classe préparatoire. Le fait de préparer un contenu donné et se dire « mince, j'en ai pas fait la moitié », je pense qu'on est tous passés par là. Parce qu'effectivement, en fait, vous n'êtes jamais à l'abri d'une question de bonne intention, mais qui montre en fait que tout ce que vous avez expliqué sur les 20 dernières minutes,
n'a pas du tout été compris. Et donc moi, je vois le professeur en fait qui parle et qui se dit, bon voilà, ça c'est acquis, on va construire les strates 17, 18, 19. Et la question vous ramène à la strate numéro 5. Et là, il faut trouver les moyens de respirer un bon coup, de s'adapter, de voir si c'est quelque chose qui est partagé avec les autres élèves, etc. Par exemple, hier au collège, là, je veux bientôt commencer à parler des nombres décimaux. Les nombres décimaux étant une notion qu'ils abordent déjà en primaire. Donc, ils voient quand même l'unité, la virgule qui sépare les unités des dixièmes, puis des centièmes, etc. Là, hier, et maintenant, j'ai pris l'habitude quand même par des questions flash, on appelle des questions flash, les questions en fait de début du cours, un peu d'automatisme, de tester le niveau des élèves. Là, hier, quand je fais exemple, combien fait 1,6, enfin, quelle est la somme de 1,6 et de 1,5, j'ai une bonne moitié des élèves qui me répondent 2,11. Au début, je pense que je n'aurais pas au début compris pourquoi. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi, parce qu'ils additionnent les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, et puis en fait, ils mettent le 11 après la virgule. Et donc là, voilà, je me dis, mais voilà, il va vraiment encore falloir que je reparte de ce qu'ils ont vu en primaire, et puis voilà, quelle est la place des unités, quelle est la place des dixièmes, quelle est la place des centièmes, comment est-ce qu'on fait pour additionner, etc. Et ça, c'est sans arrêt, rappeler comment ça marche, sans arrêt. Alors, quelles sont les premières adaptations que vous avez pu mettre en place, donc après ce cours lié à une intense sudation? Donc, il y en a eu de plus en plus. Est-ce que vous vous rappelez des premières choses que vous avez mis en place et vous avez dit, ah, là, ça commence à aller mieux parce que maintenant que je fais ça, au moins, il se passe plus tel désagrément? Oui, alors je pense que déjà, d'un point de vue gestion de classe, je pense qu'il est important aussi. En fait, en prenant confiance en moi, je pense que déjà, les élèves le sentent. Et quand les élèves sentent que le professeur a confiance, déjà, je pense qu'ils le suivent un peu plus naturellement. Après, oui, je pense qu'il faut aussi mettre en place des règles de vie en fait en classe. Hein, ça, c'est aussi important. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se lever quand on veut, on ne peut pas parler quand on veut. Hein, donc ça, c'est des choses que j'ai dû aussi formaliser avec une espèce de petites règles qui sont très courtes en classe. Et après, ce qui est difficile en effet, c'est la gestion de l'hétérogénéité. Ce qui peut poser problème en fait en classe, c'est soit les trop bons élèves qui s'ennuient au bout d'un moment, soit les élèves qui ne comprennent rien et qui du coup en fait font complètement autre chose. Donc c'est comment s'occuper et le ventre mou entre guillemets, sans aucune péjoration par rapport à ça. On le tente. Merci. Voilà, ceux-là en l'occurrence vont plutôt en général travailler. C'est plutôt ces deux extrêmes qu'il faut arriver à occuper. Donc après, c'est comment arriver à nourrir les très bons élèves qui, eux, peuvent s'ennuyer un petit peu, soit en les faisant un petit peu aider à leurs camarades, mais c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie plus que ça, parce qu'ils ont aussi besoin, eux, de progresser à leur tour. Donc, comment leur donner des exercices, comment leur donner des choses un peu plus compliquées, comment utiliser... Moi, c'est quelque chose que j'avais fait quand j'étais petit, au collège, je crois que vous l'avez évoqué dans un podcast, le concours kangourou. Quelque chose que j'avais fait moi quand j'étais en 6e, 5e, 4e, que j'avais beaucoup aimé. Et ben, j'imprime régulièrement des sujets du concours kangourou pour occuper un peu ceux qui sont le plus en avance et qui au moins ça fait réfléchir beaucoup la logique. Et à l'inverse, comment essayer du coup de passer plus de temps avec les élèves qui sont en difficulté pour essayer de les raccrocher, quoi. Et voilà, essayer d'organiser la classe de manière à ce que chacun ait son rôle à jouer, chacun ait un petit peu son os à mordre. Mais voilà, c'est pas non plus toujours si évident que ça. Et indépendamment de ce qu'on peut aussi mettre en place, il y a aussi, il faut dire, des élèves qui de toute façon, quoi qu'on fasse, ne bosseront pas. Il y en a qui ont décrété que les maths, de toute façon, n'étaient soit intéressants, soit c'était pas fait pour eux, et qui, de toute façon, quoi qu'on propose, ne vont rien faire. Et c'est aussi ces élèves-là qui sont aussi assez compliqués à gérer, quand même. Et qui, du coup, vont avoir tendance un petit peu à poser des problèmes de gestion de classe. Donc, c'est comment aussi gérer ces élèves qui, quoi qu'on fasse, ne feront rien. Alors justement, parce que c'était une question, vous avez décrit cette gaussienne là, avec les niveaux des élèves et de leur donner tous quelque chose à faire. Et ça, c'est très appréciable, même pour les élèves qui sont les plus forts, parce qu'effectivement, alors ça aide d'aider les camarades. Et franchement, c'est ce qu'on m'a fait faire la plupart de ma scolarité. Mais c'est vrai que de temps en temps, de se confronter à un exercice un peu difficile, ça peut aussi mettre les choses en perspective pour ces élèves en se disant « Ah ouais, je suis plus fort que la plupart de mes camarades, mais il y a quand même des exercices que j'arrive pas à faire. » Et ça fait vraiment du bien, je pense. Alors justement... Il y a aussi la question de l'intérêt, du coup. Alors, je me disais, au-delà de toute considération de niveau, est-ce que le collégien d'aujourd'hui, il est intéressé par les mathématiques, ce fameux ventre mou, l'élève standard d'un niveau moyen, quel est son niveau d'intérêt par les mathématiques? Comment vous faites pour l'augmenter éventuellement? Est-ce que vous pensez que c'est votre rôle ou pas? Comment ça se passe? Alors, je vais répondre très franchement, le niveau d'intérêt en mathématiques, il est quand même très faible. Particulièrement, je pense, les mathématiques. Après, quand j'en parle à d'autres collègues, on va dire que le niveau d'intérêt moyen du collégien, toute matière confondue, est quand même également très faible. J'ai quand même la plupart des collégiens, attention, je parle de mon collège, qui est
probablement pas le même collège que partout de mes collègues en France, mais je parle de mon collège. Les collégiens viennent au collège en général en traînant un peu la patte parce qu'il faut y aller, parce que c'est obligatoire. Et pour la plupart, vont chercher à ce que la journée se passe quand même assez rapidement, le plus rapidement possible, en travaillant le moins possible. Je caricature légèrement, mais pas tant que ça. Donc, comment après essayer de. Et moi, alors, honnêtement, pour moi qui était quand même un élève assez curieux, c'est ça qui parfois chez les professeurs est difficile. C'est qu'en professeur en général, en général, on a quand même été bons élèves, on était quand même assez curieux de toutes les matières. J'ai beau adorer les maths, j'aimais aussi bien l'histoire géo, j'aimais aussi bien le français. Donc voilà, c'est des choses que je ne comprends pas parfois chez les élèves, de dire comment tu peux ne t'intéresser à quasiment rien. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît même, voire quasiment impossible. Et pour autant, ça existe. Donc voilà, c'est comment est-ce que nous, en tant que professeurs, on peut essayer de donner un petit peu d'envie. Et la question qui revient tout le temps en mathématiques, je pense que vous le savez, c'est de toute façon, les maths, à quoi ça sert? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fout ici en classe, quoi? Et donc là, c'est comment prendre des exemples concrets. De toute façon, on en revient toujours à la même chose, c'est comment concrétiser les maths. Comment essayer de comprendre dans la vie de tous les jours à quoi ça sert. Comment prendre des problèmes. Il y a notamment sur Internet, il y a un site, je crois, qui s'appelle Math en vie, qui en fait prend des photos de situations réelles. Et puis comment, à partir de ces situations réelles, en faire des problèmes à résoudre par les élèves. Là, ça marche un peu mieux. Ils voient un petit peu voilà comment ça marche. Exemple, je sais pas, le jardinier du Stade de France a besoin de tourner la pelouse. On met une photo de haut du Stade de France. En plus, c'est du foot, donc ça intéresse plutôt les élèves. Et puis, on donne les dimensions du terrain, on donne les caractéristiques de la tondeuse, et puis combien de temps est-ce qu'il va mettre pour tourner la pelouse. Alors, c'est compliqué, parce que la plupart des élèves, quand c'est pas des exercices un peu basiques, du style comment additionner 5x avec 7x, dès qu'on sort un petit peu de ce cadre-là, et qu'il y a des compétences de recherche, de communication, de calcul, de raisonnement, là, ça devient très compliqué pour eux. Pour autant, je pense que ça suscite au moins un peu plus d'intérêt. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut essayer de donner un petit peu de sens au maths. J'aime bien aussi parfois commencer les cours par des trucs qui, exemple, montraient une illusion d'optique. Exemple, montrer exemple, faire une énigme. Moi, j'aimais beaucoup aussi quand j'étais petit, les énigmes qu'on pouvait trouver dans les livres. Voilà, c'est des choses qui peuvent un petit peu intéresser, au moins pour un début de cours. Après, malheureusement, on ne peut pas faire que ça. Le programme est là, donc faut qu'on avance. Mais sporadiquement, on peut essayer de montrer un petit peu d'intérêt pour les élèves. Est-ce que vous avez une hypothèse sur, vous parlez d'une baisse d'intérêt général sur toutes les matières, les maths surtout, mais toutes les autres. Est-ce que vous avez une idée de la provenance de ça, de manière à ce qu'on puisse y faire quelque chose? Parce que du coup, vous essayez d'agir sur votre rayon d'action, qui sont les mathématiques, d'essayer de les contextualiser un maximum de manière à ce que les gens s'y intéressent. Mais ce niveau globalement bas, vous identifiez des facteurs qui, par rapport à il y a 20 ans? Alors, j'ai pas envie de faire la personne qui parle que des écrans, parce que je pense qu'on entend beaucoup parler de ça, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a quand même son rôle à jouer, clairement. Parce que maintenant, on a quand même l'habitude, et je parle des élèves, mais je parle de la société en général, attention, là ça se joue sur les élèves, parce que c'est eux qui sont à l'école aujourd'hui, mais on a quand même l'habitude d'avoir à peu près tout de suite, sans trop d'efforts, et voilà, de pouvoir commander un truc qui arrive très rapidement, de pouvoir avoir telle information sur Google très rapidement, sans faire aucun effort. Maintenant, les élèves ont quand même du mal à comprendre, à l'ère où tout existe très facilement, tout de suite et quasiment gratuitement, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait, en fait, finalement, à apprendre des choses, quoi. On a, en plus, maintenant que l'intelligence artificielle comme prend de plus en plus de place, maintenant que ChatGPT prend aussi de plus en plus de place, il y a quand même des élèves qui disent maintenant que tout ça existe, mais pourquoi est-ce qu'on s'embêterait, en fait, à apprendre des choses? On a beau essayer d'expliquer que, oui, mais derrière ChatGPT, il y a quand même des gens qui développent, il y a comme des ingénieurs, il y a comme des personnes qui derrière vont créer, en fait, ces choses-là. Ça vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est un discours qui n'est pas audible. C'est-à-dire que pour eux, voilà, ça existe, leur vie est facilitée par tout ça. Pourquoi faire des efforts finalement qui, au collège, ça ne sert finalement pas à grand-chose? Et ce qui est dommage derrière tout ça, c'est qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ont des capacités, qui pourraient en fait faire des métiers qui pourraient profondément leur correspondre, vont voir leur ambition en fait vraiment à la baisse et vont préférer en fait finalement les filières dans lesquelles on travaille moins, dans lesquelles il est plus facile d'avoir un métier, dans lequel il est plus facile de gagner de l'argent, plutôt que de se dire ok, je retrousse un peu les manches un petit peu, voire beaucoup, et puis j'y vais, quoi. Donc ouais, ça c'est... On retrouve beaucoup. Clairement, le mot qui revient, et je pense que les collègues qui m'écouteront le verront, le savent aussi, le mot qui revient le plus dans les collèges depuis quelques temps, c'est flemme. C'est flemme. C'est-à-dire que moi, le nombre d'exercices que je distribue, d'activités qui pourtant me paraissent parfois, je dis pas que c'est toujours parfait, mais me paraissent intéressantes, et les élèves me répondent, monsieur, flemme.
de le faire. À un moment donné, je peux pas non plus tout le temps les forcer et les secouer, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parfois de... C'est une réponse très intéressante parce que vous mettez 2 points en exergue. Il y a le rapport à l'effort, le goût de l'effort, et le rapport au temps, le temps que ça va prendre d'avoir des résultats. Et l'hypothèse qui est faite par le collégien d'aujourd'hui, on va dire, c'est que c'est pas tellement la peine de cultiver ce goût de l'effort et de travail sur un temps long, alors que les outils se multiplient pour obtenir ce qu'ils perçoivent comme des résultats équivalents en un temps beaucoup, beaucoup plus court. Exactement. Et donc, en fait, vous essayez de leur expliquer les limites de leur hypothèse, mais c'est pas un discours qui passe. Non, c'est pas un discours qui passe. Ouais, et pourtant, on a beau prendre des parallèles un petit peu avec le sport. Quand on voit cet été, quand on voit Léo Marchand, quand on voit Félix Lebrun, quand on voit des personnes qui s'entraînent à longueur de journée, tous les jours, sans beaucoup de relâche, et qui arrivent à un niveau effectivement assez extraordinaire, ils ne sont pas arrivés par là par hasard. Alors je dis pas que tous les collégiens seront champions de maths, mais pour autant, sans effort, sans entraînement régulier, en fait, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas en fait réussir. Il a beau y avoir autant d'outils qui existent, si eux ne se sont pas entraînés eux-mêmes dans leur fort intérieur, ils ne pourront pas réussir. Et ça, effectivement, c'est un discours qui est difficilement audible. Et les parents là-dessus, alors attention, certains font très bien leur rôle, hein, certains effectivement accompagnent leurs enfants, certains les aident à s'organiser, certains vérifient les devoirs, certains les accompagnent. Il y a des parents qui même n'ont pas forcément le niveau pour aider en mathématiques ou pour aider en français dès le collège, qui pour autant font ce qu'ils peuvent. Donc ces parents-là, franchement, c'est super. Il y a à l'inverse des parents qui par contre estiment que leur enfant est déjà grand dès la 6e, donc maintenant on les laisse un petit peu tranquille, ou des parents qui, encore pire, estiment que les mauvaises notes de l'élève ne sont pas de son fait, mais sont plutôt du fait du professeur, sont plutôt du fait du programme qui est trop dur, et que finalement, faire des efforts ne servira à rien. Et ça, c'est un peu plus embêtant comme discours. Qu'est-ce que vous pensez ? Je tente un peu de soutenir l'opinion du collégien moyen. On pourrait se dire que si leur intention, c'est de gagner pas mal d'argent avec peu d'efforts, alors effectivement, ça les prive peut-être de chercher un sentiment d'accomplissement, de pleine réalisation de leur potentiel, etc. Mais peut-être que, in fine, d'avoir les conditions matérielles d'une belle vie, c'est plus important que d'avoir cherché à trouver leurs limites académiques dans telle ou telle matière. C'est recevable, pas recevable ? Alors, en fait, ce que je leur répondrais, c'est de dire que, premièrement, les personnes qui gagnent facilement leur vie, telles qu'ils l'entendent eux, ce matin, j'étais avec mes 6e, et j'ai décidé de ne pas faire maths ce matin. J'ai décidé de parler uniquement de... alors, je sais que c'est pas tout à fait mon rôle, mais c'est pas grave, là, c'est un truc que j'assume. J'ai parlé déjà de comment est-ce qu'on gère un budget chez soi. Parce que j'ai profité pour faire un peu de maths avec ça. C'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses quand on est adulte. C'est intéressant aussi de voir un peu le point de vue des collégiens par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils, eux, estiment des revenus, qu'est-ce qu'ils estiment des dépenses importantes ou pas. Et après ça, quel métier est-ce qu'ils aimeraient faire. Et donc là, en fait, 4 élèves sur la vingtaine que j'avais m'ont répondu qu'ils aimeraient être footballeurs. 2 élèves m'ont répondu qu'ils aimeraient être influenceurs. Et en fait, derrière tout ça, qu'est-ce qui se cache, c'est bien sûr... Alors, je ne dis pas que le sport n'est pas à la base de ça, mais un certain nombre, ils voient quand même l'argent effectivement assez facile, en prenant l'exemple des youtubeurs ou des footballeurs qui sont les plus connus. Ce que je leur réponds, c'est effectivement, ça existe, on ne peut pas nier le fait que Mbappé existe ou que Squeezie existe sur Internet. Pour autant, pour un Squeezie, pour un Mbappé, combien en fait, croyant l'argent facile, va réussir en fait. Est-ce que et dans ce cas-là, quel sera votre plan B ? Que si vous ne réussissez pas, si tu ne réussis pas, qu'est-ce que tu feras après ? Mais sauf que pareil, quand on a 11 ans ou 12 ans, c'est un discours qui paraît tellement lointain. Ce sont des échéances qui paraissent tellement lointaines que eux, en fait, ça ne leur fait pas grand-chose. Deuxièmement, ce que je répondrais, c'est de dire, ok, l'argent c'est une chose, je suis bien placé pour en parler. Je n'étais pas Mbappé non plus, on est d'accord. J'ai eu la chance de pouvoir vivre confortablement. Et je vis toujours confortablement, attention. Mais est-ce que l'argent en tant que tel est une fin en soi ? Est-ce qu'on est là venu ici pour vivre de l'argent et pour jouir finalement des biens matériels, ou est-ce que la vie est un peu plus que ça ? Est-ce qu'on a quand même quelque part un peu des choses à mettre en place, des choses dans lesquelles on peut aider dans la société, par ses connaissances, par son temps. Voilà. Et j'ai peur que, en fait, à force de vivre que de soucis matériels ou de peur de manque, on finisse vraiment par passer un petit peu à côté de ça. Mais ça, encore une fois, quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, je remets un petit peu à leur place. Je pense qu'un professeur m'aurait dit ça, ce serait rentré par là et ce serait sorti par là. Je suis quasiment sûr que... Mais j'estime que c'est ma mission de le dire. Donc peut-être qu'un jour, ils y repenseront ou pas.
Mais j'estime que c'est ma mission de le dire. Parce que du coup, là, si vous suivez mon regard, en fait, les personnes qui sont les plus à même de transmettre certaines valeurs tout au long de la croissance d'un enfant jusqu'à son âge adulte, c'est les parents, finalement, qui sont censés inculquer ces valeurs-là. Donc, dans un certain sens, vous essayez de complémenter ou d'apporter quelque chose qu'ils n'ont pas forcément beaucoup entendu, parce qu'il y a la question du biais de sélection. En fait, quand on observe Félix Lebrun ou quand on observe Kylian Mbappé, c'est vraiment les gens qui brillent par leur réussite. Et effectivement, on se rend pas compte que c'est un jeu d'ombre et lumière, et que quelqu'un qui est dans la lumière à un moment donné peut être complètement oublié 5 ans après, même un professionnel qui a fait les mauvais choix de carrière, qui a pas su placer son argent, etc., et qui se retrouve oublié. Et je pense que là encore, on attend peut-être beaucoup du collégien de 11, 12, 13 ans qui finalement, on lui met des énormes projecteurs, on dit voilà ce que c'est réussir dans la vie. Il regarde que ça à longueur de journée. Bien sûr. C'est très difficile. Vous imaginez effectivement, votre métier dans les assurances, il est même pas sur leur carte, du tout, du tout. Ah non, bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr. C'est super intéressant. Et qu'est-ce que je veux dire après oui, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça, c'est important aussi que les parents, le plus possible, essaient de mettre un peu la tête sur les épaules à leurs enfants, quoi. En les aiguillant doucement, en disant c'est bien, tu as des rêves, c'est super. Maintenant, voilà, comment est-ce qu'on peut t'accompagner vers ces rêves-là, avec un peu plus d'expérience que nous, on a dans la vie, comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Je pense que c'est aussi, en effet, le rôle des professeurs, avec l'expérience qu'on peut aussi avoir, parce qu'on a pu voir aussi des élèves qui sont partis après, faire autre chose après, comment est-ce qu'on peut les accompagner là-dessus? Moi, honnêtement, j'aime autant enseigner pour la partie mathématique, mais honnêtement, je ne suis pas devenu prof de maths que pour les maths, loin de là. Les maths m'intéressent depuis que je suis petit, mais je ne suis pas prof de maths juste pour les maths. Je suis prof de maths, je suis prof avant tout pour accompagner les élèves. Et ça, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Je suis prêt à parler des heures et des heures avec eux de leur projet dans la vie. Voilà, j'estime que c'est notre rôle de le faire. De toute façon, même si vous ne cherchez pas à le faire, vous transmettez autant de mathématiques que la personne que vous êtes, par la simple manière de vous exprimer, d'accorder du temps à telle ou telle personne, de réagir à telle ou telle question. Il y a beaucoup de vous qui se transmet à ce moment-là. Bien sûr. Et c'est chouette de le prendre dans une approche plus globale, d'autant plus que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont désorientées, mais je pense que c'est aussi au niveau des collégiens, mais peut-être aussi au niveau des parents qui a plus de doutes sur ce qu'est réussir sa vie aujourd'hui. Peut-être que, je me dis, il y a peut-être moins d'assertivité. Ou avant, on disait, voilà, réussir, c'est ça, tu fais des études, tu fais ça, tu fais prépa, bam, 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 les choses, ça file. Alors que maintenant, il y a peut-être une espèce de vibration où il y a moins de certitude déjà de la part des parents, et donc les collégiens qui sont aussi soumis à beaucoup plus d'apports extérieurs avec tout ce qui est Internet aujourd'hui, fait que la parole du professeur, que vous disiez, voilà, l'autorité, les parents, etc., se dilue maintenant dans une énorme variété de discours. Et c'est difficile de pondérer, alors je ne sais pas, on en parlait un peu avant que l'enregistrement commence, mais c'est dans cette abondance de ressources, dans cette abondance de discours, il est vraiment question, pas seulement de faire une moyenne arithmétique, mais de pondérer, de se dire la parole de cet homme-là vaut plus que la parole de cet homme-là, parce qu'il a telle expérience, etc. Mais là, en fait, c'est là que c'est très difficile, parce que ça demande un arbitrage qu'un collégien n'est pas forcément à même de mener. Cette pondération que nous, on mettrait dans un sens, lui, il me dit, oui, mais moi, je vois les choses comme ça, et c'est très difficile de transmettre. Il faut du recul, il faut de l'expérience. Et en fait, oui, ça paraît compliqué. Et c'est pas parce que telle personne parle plus fort ou mieux qu'un autre que c'est forcément lui qui a raison, en fait. Et quand on est collégien, effectivement, c'est un peu compliqué. On en parlait effectivement un petit peu avant. C'est vrai qu'être collégien maintenant aussi, c'est très différent d'avant, aussi dans le sens où ils ont accès, et que j'ai bien un collégien, lycéen ou étudiant en classe préparatoire, ils ont accès quand même à tout un tas d'informations, de vidéos, de sites, de livres que nous, on n'avait pas auparavant. Enfin, moi, quand j'étais en classe préparatoire, mon quotidien, c'était aller en cours 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour, faire une colle le soir, et puis le soir, rentrer, avoir peut-être 2-3 bouquins que je m'étais achetés pour réviser, et c'était tout. Maintenant, il y a quand même énormément d'informations qui sont disponibles. La preuve, votre chaîne en est une illustration. Mais il n'y a pas que votre chaîne, il y a quand même plein de chaînes qui existent. Il y a quand même plein de littérature, il y a quand même plein de sites en ligne qui proposent des exercices. Est-ce que tout ça, mais qui peut là-dedans faire un peu le tri parmi tout ça, et qui aujourd'hui enseigne un peu aux étudiants comment, en fait, le temps étant limité, les journées faisant 24 heures, il faut quand même dormir, manger, etc. Le temps qui reste, comment je le consacre et sur quoi je le consacre. Et ça devient effectivement assez difficile vu l'abondance de ressources qu'on peut avoir. On en parlait un petit peu avant, moi les collégiens que j'essaie de les aider au maximum
à travailler aussi chez eux. Hein, donc j'utilise, je mets toutes les corrections d'exercices sur Pronote, parce que Pronote est devenu un peu central maintenant dans les collèges et lycées. Les corrections d'exercices, des vidéos, moi j'utilise aussi beaucoup des vidéos sur Internet, notamment Yvan Monca, qui est comme un peu la star entre guillemets des profs de maths en France, qui fait des vidéos qui sont quand même très bien faites. J'utilise aussi un collectif, et là je remercie aussi les profs de maths qui font ça bénévolement en France. Il y a un site qui s'appelle Mathaléa, qui permet, qui est un exerciceur d'exercices à données aléatoires pour générer des exercices pour le collège et pour le lycée. J'utilise énormément ça pour que mes collégiens puissent s'entraîner chez eux, recommencer, voir la correction qui est expliquée de manière détaillée, etc. Donc ils ont plein de ressources que je n'avais pas moi auparavant au collège. Au collège, avant, c'était le prof disait interro dans 3 jours, et ben on relisait l'exercice, on les refaisait, point barre, on n'avait pas autre chose. Maintenant, il y a plein de choses. C'est très bien. Je pense que le revers de la médaille, c'est que, du coup, ils ont peut-être trop d'informations, et ils ne savent pas vraiment maintenant comment faire pour réviser. C'est comment je fais, je commence par quoi, je suis perdu, j'ai un peu trop de choses, comment je fais. Et certains, peut-être par peur, du coup, peut-être finalement ne font pas grand-chose, quoi. Et donc là, ça me fait, moi, poser des questions sur ma pratique. Est-ce qu'il vaut mieux parfois moins de choses et faire en sorte qu'ils le fassent, ou plutôt mettre trop de choses et être à peu près convaincu que la plupart ne le fait pas. Donc voilà, c'est comment trouver le bon dosage entre tout ça. Parce que je repense à mon expérience, notamment de classe préparatoire, et je dirais, je mettrais les mots quiétude dessus, parce que je me souviens que j'étais à mon bureau et c'était calme, il y avait la radio seulement qui faisait passer de la musique, et puis surtout concentration de mon énergie dans une direction. Effectivement, cette énorme variété de ressources fait poser la question justement de cette concentration, parce que nous, là peut-être on se dirait, ça c'est priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3. Effectivement, l'élève qui, de base, n'est pas très intéressé, n'a pas beaucoup d'expérience non plus, pas beaucoup de recul sur comment organiser son propre travail, et qui se retrouve face à toutes ces options, effectivement, je peux comprendre une certaine désorientation. Tout à fait. Alors, donc, du coup, vous réfléchissez à réduire éventuellement le nombre de ressources. Est-ce que vous réfléchissez, par exemple, à leur donner un ordre de parcours, ou de leur... Oui, ça pourrait de scénariser le... Alors moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais j'ai des collègues, en effet, qui flèchent beaucoup mieux, sans doute, les parcours à faire, qui flèchent probablement beaucoup mieux les révisions. Et oui, je pense que c'est le genre de choses auxquelles il faut que j'arrive. Plutôt que de les laisser un petit peu choisir, de picorer là ou là, je pense qu'en effet, parfois, il faut être un petit peu plus coercitif et les aider un petit peu à s'orienter, effectivement, par rapport à ça. Au risque que, du coup, les élèves, peut-être un peu de perdre un petit peu en liberté puis en créativité. Mais oui, je pense qu'il faut trouver le bon dosage entre imposer un chemin et puis laisser trop de chemin disponible. Tout à fait. Et là, ça fait 4 ans que je suis prof, je pense que j'ai encore largement des choses à améliorer, mais ça fait partie des choses qu'il faut que j'étudie, ouais, bien sûr. Et il est vrai qu'effectivement, en prépa, oui, moi, j'étais comme vous, c'était très peu de choses, finalement, pour réviser le soir, mais le fait d'avoir très peu de choses disponibles obligé à se concentrer sur la chose qu'on est en train de faire. Et voilà, ça rendait les choses sans doute beaucoup plus faciles. En rentrant en prépa, parce que je pense qu'il y a pas mal d'étudiants de prépa qui regardent votre chaîne, moi, ce qui m'avait marqué, c'était l'aspect... En fait, j'avais l'impression d'être un bon élève. En collège-lycée, j'étais comme dans les meilleurs de ma classe, j'avais un lycée qui était quand même assez bon à Versailles. Pour autant, en prépa, je me suis senti... Et là, je prenais un peu la comparaison avec les fractales. C'est-à-dire que plus on va zoomer... en fait, j'avais l'impression que... Finalement, les différences allaient un peu situer en prépa et qu'on allait tous être à un niveau qui était assez... On était tous très bons, en fait. Et finalement, en prépa, j'ai retrouvé un peu, comme on zoome sur une fractale, le même motif qui se répète. Donc, une grande hétérogénéité entre la tête de classe, qui pour moi était complètement inaccessible. Et en tête de classe, en prépa, moi, c'était des personnes dont, même en travaillant toute ma vie, je n'aurais jamais eu de niveau. C'est évident. Et les personnes qui, à l'inverse, étaient quand même beaucoup moins fortes. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a étonné. Et de dire de pas s'inquiéter par rapport à ça, en début d'année, et puis finalement de dire qu'en fait, en travaillant régulièrement, etc., on peut réussir à progresser. Voilà, ça me paraissait intéressant à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais moi, ça m'a marqué. Je prends ça parce que le problème, en fait, de cette recommandation qui est faite à des gens qui sont adultes ou qui vont rapidement le devenir pendant leur classe préparatoire, c'est la pression de l'entourage qui comprend pas forcément ce que sont exactement des classes préparatoires, ouais. Et qui, du coup, vont voir, par exemple, leur enfant adoré passer de 18 sur 20, 3e de classe, à 9,6 sur 20, 25e de classe, et qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en voulant bien faire, en essayant d'aider, demander, mais peut-être que tu travailles pas assez, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et justement, là, c'est un coup à exploser, en fait. Donc, comment vous réagissez par rapport à ces propos-là ?
Alors, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça clairement en passant, effectivement, en terminale, j'avais peut-être 16-17 de moyenne à l'époque, en passant en prépa directement après. Enfin, même déjà, les premiers jours en prépa sont un peu difficiles. C'est-à-dire qu'on passe à un rythme qui est quand même très, très soutenu. On démarre un peu par des mini-rappels de lycée encore. Et en fait, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a commencé, je crois, par l'ensemble des réels et des complexes. Et ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut voir au lycée. Au lycée, on a un peu l'impression d'avoir atteint en spé maths un peu le summum de ce qu'on peut faire en mathématiques. Et en fait, on se rend compte qu'on est extrêmement loin. On commence à tout petit peu effleurer en fait, les vraies mathématiques. Donc oui, là, et puis les premières notes étaient pas très bonnes, hein, clairement. Moi, je suis tapé des 5, des 6, des 7, 8, 9 de moyenne, ou à certains DS et DM. Et malgré tout, je pense qu'il faut rester confiant, quoi. Il faut rester un peu confiant sur ses capacités, se dire qu'on a le temps. En fait, la prépa paraît à la fois courte et longue. 2 ans, c'est court et long à la fois. Mais c'est pas en une semaine, c'est pas en un mois qu'on joue sa prépa. Hein. Il faut la construire progressivement. Il faut y aller, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, pour autant ne pas stresser, ne pas croire qu'on ne peut pas y arriver. Je pense qu'il est important aussi en prépa peut-être de travailler aussi en groupe. C'est important peut-être parfois de s'aider entre élèves. Hein. Nous, on avait la chance d'avoir un CDI qui était quand même ouvert de façon assez large. Et c'est important, je pense, de pouvoir s'aider. Il y a des élèves qui comprennent beaucoup mieux d'autres et qui peuvent aussi partager leur savoir. Et voilà. Et moi, honnêtement, j'ai commencé la prépa de manière pas forcément très bonne. Et en travaillant régulièrement, en gardant un peu le contrôle de moi-même, j'ai réussi à finalement en finir pas si mal la sup. J'ai été intégré vraiment de justesse, hein, en classe étoile en spé. Et voilà. Et finalement, j'ai réussi à faire mon bout de chemin en prépa. J'étais pas un élève très brillant, mais bon, j'ai quand même réussi malgré tout à atteindre une école d'ingénieur que je visais. J'ai une question à ce niveau-là parce que je me demande en fait quels sont les discours qu'un Thibaut qui rentre en prépa est prêt à entendre à l'époque. Et je me demande, est-ce que vous pensez qu'il y a un discours qu'un Thibaut qui est en pleine confiance à la sortie de sa terminale, est-ce qu'il y a un discours qu'il est prêt à entendre qui lui éviterait les remous émotionnels que vous avez vécus? Est-ce qu'il existe un discours qui les amoindrirait? Ou est-ce que vous pensez que de toute façon c'est inévitable, qu'il va falloir passer, quoi qu'il arrive, par cette espèce de désillusion pour reconstruire ensuite un nouveau rapport aux mathématiques, à l'estime de soi, aux notes, à l'accomplissement académique, etc. Alors, je pense pas qu'il faille nécessairement passer par une forme de désillusion. Je pense que ça peut être la plupart des élèves qui vont vivre ce genre de choses. Je pense qu'il faut aussi arriver un petit peu à dédramatiser la prépa. La prépa, quand on voit un peu les articles de presse qu'il peut y avoir dessus, c'est en général le stress, en général la fatigue, en général les professeurs qui sont hyper exigeants, voire méchants. C'est un milieu un peu élitiste, la prépa, qui est vue comme tel, hein, et du coup, l'image de la prépa n'est pas forcément très bonne en France. Hein. Et je pense qu'il faut arriver un petit peu à dédramatiser. Moi, j'ai vécu une classe prépa, 2 ans de classe prépa, que je referais sans hésiter demain. Par l'ambiance qu'il a pu y avoir, par la solidarité. On a pu rigoler, on a pu se marrer, on a pu aller faire un peu de sport ensemble quand même. On a pu... voilà, je pense qu'il faut se dire que la prépa, d'une part, ça ne sert à rien de bosser H24. En fait, je pense qu'on va plutôt empirer les choses que les améliorer. Il faut prendre du temps pour soi. On peut aller se promener, on peut aller faire du sport, on peut regarder une petite série. Voilà, c'est important de prendre des pauses. Pour autant, voilà, je pense qu'il est important d'être organisé quand même en dehors de ça. Faut quand même prendre sous le temps, faut quand même bien gérer les échéances. Et puis ne pas, comment dire, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir des professeurs qui globalement étaient quand même très bons, hein, notamment les profs de maths que j'ai eu en sup et en spé, excellent, très bon niveau, aussi beaucoup d'humour. Et je pense que l'humour en prépa est aussi extrêmement important. Hein. Je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on est dans un bocal dont on sortira jamais. Il faut arrêter de croire aussi qu'on est les meilleurs du monde. Voilà, on est juste à notre place pendant 2 ans. Puis, voilà, et je pense que l'humour fait partie des choses et qu'il faut arriver à mettre en place pour arriver à vivre ça sereinement et se dire que de toute façon, et ça je pense que c'est valable de manière générale pour la vie entière, même si on échoue à la fin, même si on fait une 5,5, même si on n'intègre pas l'école d'ingénieur de ses rêves, est-ce que c'est vraiment grave dans le fond? Pas forcément. Je pense qu'on a quand même les moyens de rebondir, qu'on ait 25, 30, 40 ou 50 ans. La vie nous offrira, je pense, de toute façon, des opportunités pour rebondir. On ne joue pas notre vie en prépa. On ne joue pas la vie en prépa, clairement non, quoi. Sauf ceux qui se mettent peut-être des objectifs extrêmement élevés. Mais même pour ceux-là, s'ils échouent, je pense qu'à un moment donné, c'est aussi une leçon pour après repartir sur autre chose. Donc non, il faut la prépa, on va la vivre, je pense qu'il faut la vivre sereinement. En prépa, moi, il y a des. Enfin, honnêtement, quand quand je prends du recul sur la prépa, en fait, quand j'ai révisé mon CAPES, c'est-à-dire que j'ai revu les maths. Alors, pour être tout à fait franc, le CAPES aujourd'hui, vous le savez, le CAPES, le niveau a quand même considérablement baissé aussi.
Là, le CAPES, moi, j'ai révisé les maths de niveau lycée et ça m'a largement suffi pour avoir le CAPES. Voilà. Par contre, le fait de réviser les maths de niveau lycée aujourd'hui m'a fait comprendre à quel point, même quand j'étais élève du lycée, je n'avais pas compris exactement plein de notions. Et là, le fait d'y revenir 20 ans après, je parle exemple des équations paramétriques, je ne comprenais pas du tout ce que c'était que les 5 plus t ou 3 moins 2t, etc. Je ne comprenais rien. Maintenant, le fait d'avoir revu, dans la tête, ça me paraît tellement limpide que c'est même facile, en fait. Et je me pose la question de savoir à quel point, parce que mais je n'ai pas été jusque-là, parce qu'entre mes enfants, etc., et puis les pompiers que je commence aussi à faire en ce moment pour aider un petit peu à côté, je ne prends pas le temps matériel de revoir la prépa en maths. Mais je me pose la question de savoir à quel point, si je me remettais vraiment un jour, j'arriverais ou pas à comprendre des choses qui à l'époque me paraissaient vraiment très compliquées. Et à quel point est-ce que le cerveau, avec les expériences qu'on a vécues, devient apte à comprendre des choses qu'on n'est pas forcément apte à comprendre à 18 ans ou 20 ans. Et ça, je ne sais pas. Je poserai peut-être la question si un jour je passe la grille, et que je serai obligé de remettre la tête dans les maths de prépa. Je ne sais pas, on verra. Alors, je vous souhaite ça parce que... Alors, c'est marrant. Déjà, cette expérience de se rendre compte qu'on n'avait pas tellement compris qu'on était capable de faire parce qu'on nous demandait, mais qu'en fait, on n'avait pas du tout de recul, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, notamment quand j'ai préparé l'agrégation, où j'ai pu revenir justement moi, sur mon programme de classe préparatoire, et où je me disais, tu pensais que c'était bon, tu réussissais à faire tous les exercices, mais au fond de toi, l'essence de la chose, tu l'avais pas vraiment comprise. Et je me suis rendu compte après, en enseignant en prépa, que ce que je pensais avoir compris quand j'ai préparé l'agrég, c'était pas non plus une compréhension totale. C'est comme s'il y avait différentes couches. Il y a différentes couches de maîtrise, en fait. Et vous êtes de plus en plus puissant. C'est comme si vous aviez au début un mini prisme pour éclairer l'objet suffisamment pour le manipuler comme ça vite fait de loin pour arriver à faire un truc. Après, votre prisme est plus large et vous comprenez qu'en fait les exercices se classent dans des familles d'exercices et que du coup c'est logique de pouvoir réussir à démontrer la convergence d'une série avec telle ou telle règle parce que vous anticipez différentes choses au niveau de la vitesse de convergence du terme général, etc. Et puis après, vous prenez encore plus de recul parce que finalement, avec toutes les approches des élèves, toutes les questions qu'ils posent, vous faut comprendre qu'en fait, vous avez un prisme là, mais il y a monsieur qui avait placé son prisme ici, madame qui avait placé son prisme juste ici, et se dire, mais même dans l'erreur, il y a des choses que vous n'avez pas forcément envisagées qui viennent renforcer encore la chose. Les questions des élèves sont passionnantes, en fait. Et même les questions qui vous paraissent en fait les plus basiques possibles, en fait, sont hyper intéressantes. Ça oblige. Moi, alors vous, en prépa, peut-être que la prépa, du coup, les questions vous paraissent tellement faciles. Mais moi, c'est un peu peut-être que ce que je perçois moi au collège. Moi, les questions me paraissent tellement faciles que je me dis qu'est-ce qu'il ne comprend pas, et ça m'oblige à me dire mais pourquoi il ne comprend pas, et qu'est-ce que moi, finalement, j'en ai compris, et comment est-ce que je peux l'expliquer, finalement, d'une façon la plus limpide possible. Et parfois, je me dis, mais en fait, je n'ai peut-être même pas bien saisi à l'époque, au collège, ce que ça signifiait pour de vrai. Et c'est bien parce que ça laisse de l'espoir, du coup. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé. C'est-à-dire ce que vous avez compris en prépa, en les Grecs, c'est encore différent. En prépa, c'est encore différent quand vous enseignez. Et c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce que les élèves appellent souvent questions bêtes, c'est ce que j'appelle moi des questions précieuses en tant que professeur de mathématiques, parce que justement, c'est des questions que j'aurais peut-être jamais pu me poser. Parce que les choses au début étaient peut-être empreintes de difficultés, ou peut-être pas. C'est passé, c'est devenu a posteriori du coup des évidences, mais qui sont derrière moi. Mais au moment, si on revient un peu en arrière et que je regarde l'obstacle, il est toujours là. Et donc c'est compliqué, c'est comme là on parle, on est en train de conjuguer, de chercher des adjectifs, des noms, des verbes, on les conjugue au bon temps, etc. Mais il faut se dire qu'il y a un moment où on réfléchissait vraiment à fond pour faire ça. Et se dire pourquoi, dans telle phrase, tu as choisi tel mot plutôt que tel autre. Si on me pose cette question, il va falloir que je me réécoute et que je recrée le processus de pensée en le ralentissant un maximum, de m'arrêter juste avant le moment où j'ai produit la chose et me dire, je me rends compte que, en fait, dans cet exercice, j'ai tout de suite éliminé ce théorème. Parce qu'en fait, j'ai vu que ça. J'aurais pu faire ça, mais je me suis dit, finalement, ça va être un peu lent. Est-ce que j'ai pas mieux ? Mais le problème, c'est que ça s'est passé en une fraction de seconde. Et tout le rôle du professeur, c'est de redéplier ce qu'on appelle évidence dans un temps extrêmement court, de le redéployer complètement, dans le calme et de manière transmissible. Et c'est là où votre chaîne, honnêtement, est hyper intéressante à ce niveau-là. Alors, je n'ai pas regardé toutes les vidéos loin de là de votre chaîne encore, mais par contre, le fait que vous exploriez parfois différentes pistes en disant, tiens, sur ce truc, sur ce sujet, sur les suites, est-ce qu'on pourrait éventuellement, première idée, faire une récurrence voilà. Et là, vous dites, ça peut être intéressant, question de Gaspard, question de machin, question de... D'ailleurs, j'aime beaucoup vos personnages qui se baladent en bas de l'écran, ouais. Je trouve ça très drôle. Mais voilà, en tout cas, c'est super. Et
comme ça, voilà, essayer d'éliminer un peu les pistes une par une. C'est là intéressant, peut-être trop calculatoire, donc ça ne mènera pas grand-chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu encore autre chose et se mettre dans la tête d'un élève, voilà, ou dans la tête de plusieurs élèves, finalement, qui se posent des questions. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'essaie souvent, effectivement, en tant que prof de maths, de montrer que les maths, il y a rarement une seule façon d'y arriver. Il y a différentes façons d'y arriver. Et je valorise sans cesse les élèves qui me proposent d'autres solutions. Même les élèves de collège, parfois, me proposent des choses auxquelles je n'aurais pas pensé pour expliquer. Et ça c'est aussi hyper intéressant. Alors qu'on pense tout savoir comme prof de collège, mais en fait, il y en a qui pensent à des choses qui n'ont pas notre prisme et qui est vraiment passionnant. Et après, surtout ce que j'essaie de faire dans les vidéos, et je continue à y réfléchir, mais c'est que j'ai lu un livre là récemment, Mathematica de David Bessy. C'est un de mes élèves qui m'a recommandé cette lecture-là. Et en fait, il donne 2 moments dans la création d'une solution en mathématiques. Et il distingue une phase 1 où il y a des bribes de pensée, des pré-images, des pressentiments, des choses qui nous donnent les contours d'une solution. On va plutôt par là. Et après, il y a la formalisation, l'écriture rationnelle avec de la logique qui permet de vérifier ou pas que ce qui s'est passé dans l'antichambre produit une vraie solution d'un point de vue mathématique. Et le problème majeur, c'est que, en général, ce qui est produit, c'est seulement la deuxième partie. C'est-à-dire, en fait, on commence la première ligne. En fait, ce que je dis, c'est que, finalement, pour une solution qui fait 10 lignes, peut-être que, personnellement, quand j'ai résolu l'exercice, les 3/4 de mon temps ont été passés avant même que la première ligne s'écrive. Et donc, il faut, en tant que professeur, donner corps à ça. Et c'est comme ça que les personnages sont apparus, en fait. C'est de me dire, mais pourquoi t'as éliminé ce truc-là ? Pourquoi t'as fait ci ? Pourquoi t'as fait ça ? Parce que pour aboutir à ça, eh bien, il aura fallu peut-être éliminer telle ou telle chose. Il faut se faire l'expérience de quelque chose qui marche, d'avoir des indicateurs de quelque chose qui marche pas ou qui va être très pénible, de savoir si c'est un demi-tour total qu'il faut faire ou juste prendre un tournant à gauche ou à droite. Il faut développer tout ça. Et c'est difficile. Alors, moi, en classe préparatoire, j'arrive à transmettre ça, mais je me demande à quel point ça pourrait pas être un travail aussi mené en amont au lycée et au collège, justement, comme vous en parliez, de mettre en valeur les solutions alternatives, de mettre en valeur, même vous parliez des erreurs de l'intérêt. Pour progresser en mathématiques, il y a déjà les questions que les élèves posent, mais même les erreurs qu'ils font sont très intéressantes, parce que ça vous force, en fait, pour montrer quelque chose est faux, à produire un contre-exemple, à expliquer est-ce qu'on fait demi-tour, ou est-ce que finalement l'erreur, c'est pas le début d'une solution qui pourrait être mieux faite en faisant appel à tel théorème. C'est hyper passionnant. Mais souvent, disons, pour l'instant, la seule expérience d'enseignement que j'ai, j'en aurai sûrement d'autres à l'avenir, c'est vraiment des élèves qui découvrent ça seulement en classe préparatoire. Alors que pourtant, il y aurait vraiment l'occasion, à grands coups d'énigmes, de concours kangourou, de concours général, d'olympiade, il y aurait vraiment l'opportunité de faire ça bien avant. Mais on s'adresse ici à des éventails d'élèves qui sont tellement hétérogènes que je me dis, c'est peut-être beaucoup en demander. Mais des élèves à l'école primaire, on peut déjà les familiariser avec cette affaire de 2,11. Ce 2,11 que vous m'avez dit, je pourrais dire que la somme fait 2 unités et 11 dixièmes. Et d'un seul coup, c'est parfaitement juste. Et c'est comme ça que j'explique d'ailleurs, hein, quand je corrige l'erreur, c'est effectivement, tu as raison, c'est 2 unités et 11 dixièmes, sauf que 11 dixièmes, c'est 1 unité et 1 dixième. Voilà, comment le transformer ? Bien sûr. Sur le moment, on a l'impression d'avoir bien expliqué. Après, qu'est-ce qui est compris par l'élève ? C'est autre chose. Mais bien sûr, et c'est ça où le professorat est super intéressant. Ça permet de revenir aux fondations même des mathématiques. Et moi, je pense qu'honnêtement, en tant que du coup papa, parce que moi, j'ai 3 enfants qui ont 10, bientôt 10, bientôt 8 et bientôt 6, en fait, être devenu professeur est intéressant à 2 titres. D'une part, c'est pour les aider en mathématiques, comme si j'aurais réussi à les aider en mathématiques de par mon cursus. Et je pense que là, je les aiderais beaucoup mieux, je pense, en tant que professeur. Et deuxièmement, surtout, de comprendre ce qu'ils vont vivre dans les différents établissements. Quand on a quitté un collège ou un lycée depuis quelques années, on ne se rend plus compte en fait, de ce qu'ils vont vivre. En fait. Et ça, c'est hyper intéressant, en tant que professeur, de comprendre les différents caractères, les références qu'ils vont avoir, des bousculades, etc. Et ça, c'est intéressant aussi, quoi. Et mes enfants sont hyper intéressés par les mathématiques. Et en fait, ils prennent un plaisir fou à ce que je leur donne des énigmes, à ce qu'ils construisent, à ce qu'ils fassent des constructions géométriques. Ils adorent utiliser compas, ils adorent utiliser un rapporteur. Enfin, et c'est des choses que moi j'adore leur transmettre. Moi j'ai un beau livre sur les maths aussi qui montre des belles images. Mon fils qui a 10 ans adore voir ce livre. Mais chez les élèves, par contre, c'est ce qu'on disait, l'intérêt se perd énormément, par contre, énormément. Et même quand on parle de concours kangourou, qui pour moi était quand même un concours qui était hyper intéressant. Les personnes qui créent ces questions sont vraiment douées. Quand on parle d'olympiade de mathématiques, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Mais c'est très compliqué de faire adhérer les élèves à ce genre de choses.
très compliqué. Et c'est là justement il y a une question de discours parce que j'ai pas l'exemplaire 6 ans, mais j'ai les deux petits exemplaires là, 8 ans et 10 ans. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire en tant que père et avec ma compagne aussi, c'est de valoriser l'effort, valoriser vraiment le temps passé, l'énergie, peut-être indépendamment du résultat obtenu. De dire, c'est comme ça qu'on parvient à être bon, et c'est comme ça que plus tard tu pourras réussir de manière plus systématique avec de meilleurs résultats, c'est parce que tu auras pris le temps d'essayer encore et encore. Mais c'est vraiment un discours qui est vraiment antagoniste à celui du peu d'efforts, énorme résultat de l'influenceur, du youtubeur, etc. Mais c'est là que j'ai l'impression que les parents ont vraiment une grosse responsabilité. Je le dis, c'est pas plus tu travailles, mieux c'est, parce que dans ce cas-là, j'en fais des chevaux de trait, des personnes qui vont travailler, qui vont être dans le labeur, c'est pas ça qu'il faut rechercher. Mais disons, déjà valoriser le fait de s'être donné les moyens de réussir, indépendamment de la réussite elle-même. Ce qui n'empêche pas d'optimiser, de trouver comment économiser de l'énergie ici et là. J'ai l'impression que c'est tellement important et qu'un professeur, de manière parcimonieuse ici et là, ne compensera pas une absence totale de discours du point de vue des parents sur les vertus du silence, de la lecture, de la concentration, de l'effort. Et je le vois moi-même sur mes propres enfants. Je vois le caractère qu'ils ont et je vois bien ce qui se passe chez les camarades de classe. Mais c'est là, il y a vraiment des prises de responsabilité et je pense il faut que chacun prenne les siennes, quoi. Et que pour un collégien et enfant, je pense que le parent, il est vraiment au centre. Le parent est au centre. Et puis c'est aussi aux parents, pour moi, effectivement, on parle de lecture. Moi, au collège, enfin, je sais pas, vos enfants, du coup, sont pas encore au collège. Vous verrez au collège. Pas encore. Mais au collège, le nombre d'enfants qui ne lisent plus. Nous, en fait, au collège dans lequel je suis, on a instauré un quart d'heure le midi qui s'appelle Silence on lit. Donc les élèves entre 12h55 et 13h10 ont pour seule mission d'être en classe avec un livre. Mais sans exagérer, j'ai 3/4 des élèves qui sont un livre posé sur la table et qui refusent de l'ouvrir, qui sont juste comme ça à attendre que le temps passe. Parce que lire n'est pas intéressant, lire n'est pas cool, lire est lent, en plus c'est un processus qui est lent. En même temps, moins on le fait, plus c'est long aussi. Hein. Et du coup, voilà, la lecture passe complètement à l'as. Maintenant, lire des énoncés mathématiques et comprendre des phrases aussi bêtes que... Alors je prends un exemple, j'ai commencé à travailler sur les fonctions avec les troisièmes. Comprendre la phrase... je ne sais plus de la phrase. Enfin, en gros, une phrase avec antécédent et image, comprendre un peu quel est le sujet du verbe être et quel n'est pas le sujet, eux le font à l'envers. Du coup, dans quasiment beaucoup de copies, j'ai à l'envers l'antécédent et l'image parce que la phrase elle-même a été comprise à l'envers. Parce qu'en fait, ils ne savent même plus comment déchiffrer une phrase en français. Et ça devient vraiment embêtant pour les matières scientifiques. C'est pour ça que c'est là où le rôle des parents, en effet, c'est aussi de les emmener à la bibliothèque, c'est de leur faire découvrir des choses, leur faire lire des bandes dessinées, leur faire lire des romans, faire de la lecture partagée le soir. Mes enfants ont beau avoir, effectivement, comme les vôtres, 10 ans, 8 ans, et puis du coup le mien 6 ans, c'est pas parce que mes grands savent lire que pour autant je les laisse lire tout seul. Bien sûr, ils lisent tout seul parfois, mais on fait aussi tous les soirs un moment en famille, un quart d'heure après le dîner, pour lire en famille. Et chacun prend la parole à tour de rôle, chacun lit quelque chose, et c'est le rôle des parents, je trouve, de monter un petit peu le niveau, en tout cas de ne pas le baisser, quoi. Et alors que maintenant, moi, je vois bien dans mes collégiens, la plupart des collégiens sont livrés même le soir, et puis c'est écran, et puis c'est jeux vidéo, et puis c'est machin. Et en fait, il n'y a plus du tout de temps comme ça de lecture ou de recherche. C'est fini. Alors, je ne parle pas de 100%, mais je parle de peut-être 80%. C'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est triste parce que finalement, l'instantanéité d'une vidéo qui défile sur un téléphone portable, c'est vraiment une question du rapport au temps parce que c'est vraiment le plaisir court terme. Alors que, au début, je me souviens, quand j'ai lu Harry Potter, quand j'avais 10 ans, il a fallu du temps pour que les mots résonnent, pour qu'ils créent des images dans mon esprit. Mais après la richesse de cet univers complètement imaginé dans mon cerveau, je me suis dit, c'est fantastique comme expérience. Mais pour quelqu'un qui l'a pas vécu et pour qui déchiffrer une phrase de manière à ce qu'elle ait du sens est une douleur, eh ben, il va y avoir des refus d'obstacles. Et le pire, c'est que plus le temps passe, ben, plus on va avoir accès facilement à des vidéos, à des alternatives, à des substituts rapides. Mais on ne saura jamais à côté de quoi on est passé. Oui, bien sûr, c'est ça, hein, tout à fait. Hein. Moi, c'est là, honnêtement, en mathématiques, c'est là où j'ai parfois... Alors, je pense qu'il y a aussi différentes façons d'apprendre, et évidemment, c'est là où les vidéos d'Evremonka, entre autres, ont du sens, mais pour autant, je me dis, mais est-ce que parfois, à force de mettre des vidéos pour réviser, est-ce que tu n'enlèves pas un peu à l'élève aussi le goût de l'effort
d'aller reprendre sa leçon écrite et d'essayer de la déchiffrer avec les phrases, avec les schémas, et ça m'embête parce que les vidéos prennent un poids qui est quand même maintenant de plus en plus important, sauf que ça reste purement visuel, il n'y a pas d'effort de compréhension plus que ça, et ça devient vraiment embêtant. C'est ce que je me dis, même pour mes vidéos. Je me dis jusqu'à où tu vas, parce que tu peux toujours aller plus loin. Je me dis, là, tu présentes la démonstration. Ensuite, tu présentes la démonstration avec les questions que tu t'es posées et les réponses. Mais au bout d'un moment, tu pourrais poser des questions qui ont amené elles-mêmes aux questions, etc. Disons que... Alors, c'est bien d'illustrer, mais c'est vrai que je me rends compte que la simple capacité à poser les questions de Perceval, de Séraphin, de machin, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. En fait, quand je suis devant une preuve que j'ai jamais lue, la première chose que je vais essayer de faire, c'est pas forcément de comprendre tout de suite, c'est déjà de formuler les questions que la démonstration m'évoque. Et je vais les noter vite fait. Je me dis, tiens, pourquoi il introduit cet objet-là ? Parce que pour moi, j'aurais pas fait ça. Ensuite, tiens, là, il y a un donc. Je comprends pas d'où ça sort. Donc, provenance, pour interrogation, c'est une propriété, c'est un théorème, je comprends pas. Etc. Et déjà, se poser ces questions-là. Et c'est difficilement transmissible. C'est un goût aussi. Il faut apprendre à aimer ça. Il faut apprendre à aimer cet effort-là. De se dire, ça me résiste. Ah, c'est intéressant. Et je pense que là, j'ai fait ce passage de ça me résiste, donc il y a un challenge, il y a une serrure, ça demande une éducation, ça demande une confiance qu'on a créée au fur et à mesure, de se dire, ok, c'est un puzzle, mais j'ai réussi à résoudre des puzzles plus tôt dans ma vie. Celui-là, il n'y a pas de raison que je le réussisse pas. Je vais essayer. Je serai content d'avoir essayé. Si je réussis pas, je pourrai toujours demander de l'aide. Et j'arriverai de plus en plus. Et là, effectivement, moi j'entends le discours du collégien qui va me dire, mais pourquoi résoudre des puzzles ? Regarde, lui, il fait ça dans sa vie, il fait ce qu'il aime, et pourtant il gagne 10 fois plus que toi, pauvre professeur. Mais bien sûr, oui, tout à fait, bien sûr, il y a une notion de ça. Et puis il y a une notion effectivement, maintenant, ça me résiste, donc j'arrête tout de suite. Il n'y a même pas de je vais chercher, ça me résiste, je ne comprends pas. Maintenant, le grand mot des collégiens, c'est monsieur, je ne comprends rien. Comme ça, c'est se protéger derrière un mur puisque je ne comprends rien, je ne peux rien faire, donc j'arrête de bosser. Moi, ma question, c'est plutôt, explique-moi ce que tu comprends. Pose-moi des questions à partir de ce que tu comprends, pose-moi des questions précises. Je ne veux pas je ne comprends rien, ça, je n'accepte pas les je ne comprends rien. On ne comprend jamais rien. C'est pas vrai, ça. Mais ça dénote d'une absence de volonté de comprendre, c'est ça qui est triste. Parce que moi, je peux expliquer les mathématiques autant que je veux, je peux faire des tours de magie ou jongler avec cette quille. Je veux dire, si la volonté n'est pas là, quand il y a quelqu'un qui est là, qui fait de son mieux pour transmettre quelque chose, et qui essaye d'englober tout le monde, qui regarde partout, qui essaie d'impliquer, comment je peux rester comme un légume en disant flemme ? C'est impossible, en fait. Parce qu'il y a un manque quand même d'empathie important quand même, qui commence à se développer. D'où le fait qu'on parle aussi parfois dans les médias, dans le ministère, de mettre en place des cours d'empathie au collège. Et bien honnêtement, là pour le coup, ça ne me paraît pas aberrant, parce qu'il y a un vrai manque d'empathie. Un professeur a beau parfois se démener pour faire du mieux qu'il peut, de faire participer la classe, de faire sourire, de faire des blagues, etc., de charrier un petit peu pour ramener un petit peu à la classe. Parfois, ça ne marche pas du tout. Enfin, on se retrouve face à un mur qui est quand même compliqué à gérer. Je sais que le fait de me reconvertir, honnêtement, il y a quand même de fortes chances que je ne sois plus professeur dans 20 ans. Je pense que c'est un métier qui me plaira un certain temps. Le jour où je me dis que ça me plaît plus, je pense que je change. Je vois tellement de profs parfois un petit peu aigris qui en ont un petit peu marre de leur boulot. Non. Et par contre, le fait de s'être reconverti une fois, je pense, fait sauter beaucoup de barrières et effectivement nous rend capable de faire autre chose. Moi, je me dis qu'un jour, pourquoi pas être pâtissier ? Moi, c'est un truc que j'adore, faire de la pâtisserie. Et pourquoi pas, en fait, et si c'est juste pour nous, en fait, ça marchera, j'en suis convaincu. Et c'est ainsi que s'achève cette discussion. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.